nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel itinéraire Bretagne. Dans quelques semaines, nous allons fêter les 50 ans de mai 68, l'occasion de nous pencher sur les grandes révoltes bretonnes. Au fil des siècles, elles furent nombreuses et c'est ici, dans le Poher, qu'a éclaté la désormais célèbre révolte des Bonnets Rouges. Ce jour de juillet 1675, le clocher de Spézet fait sonner son tocsin. C'est le signal qu'attendaient les paysans pour se rassembler. Ils arrivent de tous les côtés. Pour financer les guerres, Louis XIV a décidé de créer de nouvelles taxes sur le tabac, la vaisselle en étain et sur les papiers timbrés. Tous les actes, testaments, contrats de vente devront être rédigés sur un papier aux fleurs de lys, à un sol, la feuille. La colère des paysans, déjà opprimés par les petits seigneurs, éclate. Sébastien Le Balp prend la tête de la révolte. Le Balp sait qu'il y a une escadre hollandaise qui croise dans la Manche, et donc il espère un soutien militaire des Néerlandais. Et donc il va arriver à lever jusqu'à 30 000 hommes. Par contre, sa faiblesse, c'est qu'il a peu d'encadrement, donc il lui faut des nobles, rallier certains nobles à sa cause, notamment d'anciens militaires, pour encadrer ses troupes. L'été 1675, les bureaux de papier timbré et les châteaux sont assiégés, pillés, parfois brûlés. Les nobles sont attaqués et tués. L'armée royale arrive alors en Bretagne. Sébastien Le Balp est assassiné et pour que le tocsin ne puisse plus battre le rappel des insurgés, les clochers des églises sont abattus. La répression s'abat sur le pays. La répression avait été très dure. On n'a jamais donné de chiffres exacts. Il y en a qui ont avancé des chiffres de pendus. Ils les pendaient aux arbres. Il n'y avait pas assez d'arbres pour pendre les gens. Le crâne de Sébastien Le Balp se trouve toujours dans la petite chapelle où il tenait ses réunions. Les anciens la nomment la chapelle des Bonnets Rouges. La justice royale, il y a vraiment un désir de vengeance symbolique, ordonne qu'il soit déterré, il est rejugé, son cadavre est rejugé, traîné dans les rues et même condamné au supplice de la roue. Son cadavre va être battu en place publique. S'il avait pu continuer, ça aurait pu changer le cours de l'histoire. Et on aurait peut-être eu une révolution plutôt que prévu, une vraie. Mais bon, voilà, il manquait d'armes. Il a voulu défendre les paysans de l'époque. Les paysans étaient surtout brimés par la noblesse et d'autres sûrement. Ils en avaient marre de payer pour tout le monde. En Bretagne, les représailles n'en finissent pas. Les hommes sont jetés par les fenêtres de leur maison, les femmes violées, les enfants embrochés et rôtis. La taxe sur le papier timbré est maintenue et la Bretagne est condamnée à payer pour s'être révoltée. La reprise en main un peu spirituelle de l'Église, puisqu'à l'époque on promet le châtiment éternel, l'enfer éternel aux rebelles, a aussi beaucoup marqué dans les mentalités. Dans le pays, évidemment, il y a des disparitions, il y a des familles endeuillées, du coup, il y a des gens ruinés. Donc dans la psyché collective, évidemment, ça va s'en ressentir. Les Bretons vont donc ranger leurs bonnets rouges, pour un temps, au moins. Colbert affirmait que l'art de l'imposition consistait à plumer l'oie afin d'obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris. 3 siècles plus tard, c'est une autre taxe qui refera sortir les bonnets rouges dans les rues de Bretagne. À l'époque, tout allait mal, en Finistère en particulier, en Bretagne en général, mais en Finistère en particulier. Il faut se rappeler que le monde de la volaille, avec ses entreprises Doux, Tilly-Sapco, puis il y avait GAD, la production porcine, qui allait très très mal. Et puis cette année-là, début 2013, ça a commencé à se monter des portiques dans toute la Bretagne, et particulièrement en Finistère, dont un dans mon canton, à Guiclan, et tout près aussi de l'Ampol-Guimillot, le siège de chez GAD. Et là, effectivement, nous étions déjà en relation avec des salariés, avec des transporteurs qui allaient perdre de leur emploi. Il y avait les agriculteurs qui n'allaient pas bien non plus. Et donc, on s'est tous retrouvés là pour aider avec un coup de vent pour faire tomber le premier portique. C'était en août 2013.
Alors pourquoi ce parallèle avec les bonnets rouges de 1675? Tout simplement, on se sentait abandonné par Paris, que c'était Paris qui décidait. C'était une taxe qui allait encore nous handicaper, alors que nous n'étions pas compétitifs et qu'on souffrait. Et donc l'idée du bonnet rouge s'est imposée à nous. On a fait le premier test avec 900 bonnets. Ils sont partis comme des petits pains, il n'y en avait pas assez. Et donc 8 jours après, à savoir le 2 novembre, nous étions 30 000 bonnets rouges. Je pense que Paris a certainement tremblé, et tant mieux. Mais il a fallu quand même attendre que Ségolène Royal arrive au gouvernement pour dire stop, c'est une ineptie. Et alors, c'est une fierté d'avoir réussi à faire reculer le gouvernement? C'était quand même une première d'avoir un syndicat de paysans avec des syndicalistes de Force ouvrière, de la CGT, des transporteurs, des non-syndiqués. C'était un melting pot, on va le dire. C'est pas le mot juste, c'est anglais, c'est pas breton, mais je ne l'ai pas en breton. Mais c'était, oui, on peut dire qu'on a une certaine fierté quand même d'avoir réussi à fédérer tout ça, avoir fait reculer le gouvernement. Il n'empêche que cette écotaxe demeure et qu'on en reparle encore, de vouloir la remettre. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui me dit « Mon bonnet rouge, il est bien gardé, je suis prêt encore à le ressortir ». Et vous, il est toujours dans votre poche? Moi, il ne me quitte jamais. Des historiens estiment que la révolte des bonnets rouges de 1675 a préfiguré ce qui allait devenir la révolution de 1789. La contestation a laissé des traces dans l'histoire, dans l'imaginaire et aussi dans la langue. En breton, pour signifier qu'on est dans une colère noire, on dit qu'on va mettre son bonnet rouge.